Alors suite de la vidéo précédente consacrée à la notion de monnaie, une vidéo qui sera cette fois-ci plus spécifiquement consacrée à la question des formes de la monnaie et à la notion de masse monétaire, dont l'objectif général sera de savoir expliquer comment est mesurée cette masse monétaire à partir de l'exposé des formes de monnaie. Les notions au programme sont celles qui sont soulignées ici: masse monétaire, fonction de la monnaie, forme de la monnaie, parmi lesquelles donc monnaie marchandise, monnaie métallique, monnaie fiduciaire et monnaie scripturale. Alors rappelez-vous, on s'était arrêté à la fin de la vidéo précédente sur le constat selon lequel la monnaie présente trois grandes fonctions économiques: unité de compte, intermédiaire des échanges, réserve de valeur. À vous de savoir les expliquer. Et on s'était arrêté sur la question suivante: compte tenu de ces trois grandes fonctions, n'importe quel bien peut-il servir de monnaie? En d'autres termes, n'importe quel bien peut-il assurer ces trois grandes fonctions économiques? Pour répondre à cette question, on va jeter un œil dans le rétroviseur, on va regarder ce que nous dit l'histoire, pour constater que, à l'échelle de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, eh bien, une première grande forme de monnaie s'est diffusée, qui était la monnaie marchandise. Donc, en gros, avec le néolithique, à partir du moment où les êtres humains se sont sédentarisés, donc sont passés de la situation de chasseurs-cueilleurs à la situation progressive d'agriculteurs, eh bien ils ont développé des formes de monnaie particulières. Donc ça a d'abord été des têtes de bétail, des quantités de grains, puis un peu plus tard en Chine des coquillages, ici des coris, puis des outils, des armes, mais aussi en Grèce des clous, bref, de la monnaie marchandise. On prend une marchandise et la société considère que cette marchandise-là peut faire office de monnaie. Sous-entendu, peut assumer ces trois grandes fonctions économiques. Tournant décisif au 6e siècle avant Jésus-Christ, en Lydie, donc à l'ouest de l'actuelle Turquie, ancienne région, à l'ouest de l'actuelle Turquie, où une forme particulière de monnaie marchandise se développe, qui est la monnaie métallique. Donc ici il s'agissait d'électrum, donc un alliage d'or et d'argent. La particularité de la monnaie métallique, c'est que sa valeur dépend de la quantité de métaux précieux, or, argent, mais aussi bronze ou cuivre, qu'elle contient. Plus elle contient une part importante de métaux précieux, et plus cette monnaie a de la valeur. Et il faut attendre le 9e siècle après Jésus-Christ, en Chine, encore une fois, pour qu'une innovation décisive soit à nouveau menée, qui est l'invention du billet. Le billet, contrairement à la monnaie métallique d'avant, eh bien, voit sa valeur indépendante de son support. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, le chiffre inscrit en fait sur le billet ne représente en aucune façon la valeur de la matière qu'il contient. En gros, le papier qui sert à faire un billet n'a pas ou très peu de valeur en soi. Ce qui compte en réalité, c'est le chiffre qui est inscrit sur le billet. Donc ça, c'est une différence fondamentale par rapport à la monnaie métallique. Cette invention, eh bien, c'est Marco Polo qui va contribuer à la diffuser en Europe. Et toute la période qui commence entre les 12e et surtout 14e jusqu'au 16e siècle, eh bien, on voit la diffusion en Europe d'un immense espace financier qui sert notamment au financement des croisades. Donc à travers des grands groupes armés et financiers, donc en France c'était les Templiers, puis ça a été progressivement, notamment en Italie, la constitution de grandes familles de banquiers qui vont contribuer donc à diffuser cette forme de monnaie qu'est le billet. Donc on assiste pendant toute cette période, pendant plusieurs siècles, à une sorte de conflit, en tout cas de rivalité, entre les banquiers et les hommes d'État pour savoir qui a le droit d'émettre ce genre de monnaie. Et en fait, à la fin du 19e siècle, c'est en réalité les hommes d'État qui gagnent la partie, puisque le billet devient monopole d'État. Il n'y a que l'État qui ont désormais le pouvoir et le droit d'émettre, de fabriquer des billets. Et ces billets, en fait, constituent une nouvelle forme de monnaie, qui est la monnaie fiduciaire. Le terme est à retenir. Aujourd'hui, la monnaie qui est principalement utilisée prend une forme scripturale. Donc c'est la monnaie écrite. Elle est totalement dématérialisée. Alors il y a plusieurs raisons à ça, qu'il ne s'agit pas pour nous de développer ici, mais retenons que la monnaie scripturale, par rapport aux autres formes de monnaie, eh bien, est davantage sécurisante. Puisqu'à partir du moment où
elle consiste simplement en des écritures dans des comptes, eh bien, il n'y a plus besoin de se déplacer avec des grandes quantités de monnaie sur soi pour régler ses achats. Autre élément qui explique l'importance de la monnaie scripturale aujourd'hui, c'est le progrès technique. Le progrès technique, notamment les technologies d'information et de la communication, qui permettent cette dématérialisation de la monnaie et qui permettent d'accélérer et de faciliter la circulation d'une monnaie totalement immatérielle, notamment la monnaie électronique, donc toute cette monnaie scripturale qui peut circuler facilement à travers des outils, alors tels que le chèque, mais aussi, surtout aujourd'hui, la carte de crédit. Alors ce que nous apprend l'histoire, cette approche historique, elle nous permet de montrer plusieurs choses. Alors elle nous permet de montrer déjà que le qualificatif de monnaie, à propos d'un bien, donc il s'agit d'une marchandise, d'un métal, d'un billet, d'un dépôt, eh bien il y a des enjeux de pouvoir entre États et acteurs financiers. Ça c'est intéressant à savoir, mais ce n'est pas l'objet principal de notre vidéo. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est que le bien doit être reconnu comme monnaie par la société qui l'utilise. Et pour ça, pour qu'un bien considéré soit considéré comme de la monnaie par la société qui l'utilise, eh bien ce bien doit présenter certaines caractéristiques, notamment une caractéristique de divisibilité. On comprend assez facilement que lorsqu'on utilisait par exemple des têtes de bétail, ici des moutons, pour régler nos achats, eh bien les moutons sont plus difficilement divisibles que de la monnaie en pièces et billets. Ne serait-ce que parce qu'avec les pièces et les billets, eh bien, on peut établir des centimes. C'est quand même plus compliqué avec des têtes de bétail. Autre caractéristique importante, la facilité de transport et d'usage. Là encore, si je reprends l'exemple de ma tête de bétail, on comprend qu'il est plus simple de circuler et de régler ses achats n'importe où dans le temps et dans l'espace avec des pièces et des billets plutôt qu'avec ici par exemple des têtes de bétail. Donc ces deux critères ici renvoient à une condition fondamentale qui est la condition de liquidité. Pour qu'un bien puisse être reconnu comme étant de la monnaie par une population, eh bien, il faut que cette population voit dans ce bien un élément liquide. Il faut qu'il ait l'impression que ce bien pourra facilement, rapidement servir à régler les dépenses et les achats. Et pour ça, il y a encore une deuxième condition qu'on a déjà abordée dans la vidéo précédente, une condition fondamentale, qui est la condition de confiance dans le maintien de la valeur dans le temps. Il ne faut pas que le bien considéré perde de sa valeur. Donc ça suppose ici que le prix des choses, exprimé en quantité de ce bien, reste relativement constant. Rappelez-vous, plus le prix d'un objet augmente, et plus la valeur de la monnaie diminue. Donc pour qu'un bien soit considéré comme étant de la monnaie, il faut qu'il n'y ait pas de risque de perte en capital. Il faut que ce que ce bien permet d'acheter aujourd'hui, eh bien, il permette aussi de l'acheter demain. Et en tout cas, il faut que les individus croient cela. Donc seul un bien en respectant ces deux conditions peut être qualifié de monnaie, et donc assumer les fonctions monétaires identifiées auparavant. Alors prenons un exemple. Imaginons un ménage qui possède dans son bilan, dans son patrimoine personnel, deux actifs, donc deux éléments dont il est propriétaire. Le premier actif est un dépôt à vue, c'est-à-dire une somme inscrite sur son compte, auprès d'une banque d'une valeur de 3 000 €. Deuxième actif, des actions, donc qui sont des parts d'entreprise, d'une valeur totale de 1 000 €. Question, entre le dépôt à vue et les actions, quel actif est considéré comme de la monnaie? Alors pour ça, on va reprendre les critères qu'on a identifiés juste avant, et se demander, un dépôt à vue, est-ce que c'est un actif liquide? La réponse est oui, il est fortement liquide. Effectivement, on comprend que dès lors qu'on possède par exemple une carte de crédit ou un chèque, eh bien, il est extrêmement facile d'utiliser les sommes inscrites sur notre dépôt à vue. Il est très facile d'utiliser le dépôt à vue pour régler nos achats. Ce n'est évidemment pas le cas des actions. Essayez donc de faire vos courses et de régler vos courses avec des actions. Vous allez voir que c'est très difficile. Les actions ne servent pas, contrairement au dépôt à vue, facilement à régler des achats. Deuxième critère, en matière de risque de perte en capital, là encore, le dépôt à vue présente un faible risque de perte en capital, à condition que l'inflation soit maîtrisée. Dès lors que les prix n'augmentent pas fortement, alors la valeur du dépôt à vue est préservée dans le temps. Il n'y a pas de risque de perte en capital, ce qui n'est évidemment pas le cas d'une action, dont on sait que le prix dépend de l'offre et de la demande, et donc il n'y a aucune garantie
pour que la valeur d'une action aujourd'hui soit la même demain. Donc la réponse à la question est claire, hein. Selon les critères retenus, un dépôt à vue peut être considéré comme de la monnaie, liquidité forte, pas de risque de perte en capital, et non une action. Alors pour terminer, petite réflexion autour de la notion de masse monétaire, qui je le rappelle est une notion au programme. Dans la masse monétaire, on va la définir comme un ensemble, noté M, d'actifs monétaires, c'est-à-dire un ensemble d'éléments dont on est propriétaire et qui présentent les caractéristiques d'une monnaie, qui sont détenus par les agents résidents, donc ceux qui ont une activité économique durable sur le territoire, principalement non financiers, en gros c'est-à-dire tous les agents qui ne sont pas des banques, pour simplifier. Alors les actifs monétaires, on va les définir comme des éléments dont un agent est propriétaire, on l'a dit, et pouvant lui servir de monnaie. Donc si cet actif peut lui servir de monnaie, ça veut dire qu'il a une liquidité forte, un faible risque de perte en capital. Alors par convention, c'est en tout cas ce qui se passe notamment dans l'Union européenne, c'est la Banque Centrale Européenne qui fait ça. La masse monétaire est divisée en 3 compartiments, on dit aussi des agrégats, classés par liquidité décroissante. Bon, on rentre ici dans des choses un petit peu compliquées. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est le premier grand compartiment, la première grande forme de masse monétaire qui s'appelle M, qui est constituée de monnaie fiduciaire et des dépôts à vue. Ce sont tous les actifs monétaires qui sont parfaitement liquides, qui peuvent facilement servir à régler les achats. Donc on voit ici que d'après les données de la Banque de France, au mois de juin 2016, M1, c'est-à-dire le total de la monnaie fiduciaire et des dépôts à vue, représentait 787 milliards d'euros. Si on va un peu plus loin, on a un autre compartiment dans la masse monétaire qui est M2, qui rassemble M1 et auquel on rajoute d'autres actifs de type placement à vue tels que les livrets A. Vous savez ce que c'est qu'un livret A? Un livret A, c'est un livret d'épargne qui ne peut pas directement servir à faire des achats, mais pour lequel on peut facilement transférer la somme vers le dépôt à vue. Donc le livret A, finalement, est moins liquide qu'un dépôt à vue, mais il reste quand même fortement liquide. Donc M2 rassemble des actifs qui sont très liquides, mais un petit peu moins que ceux de M1. Et enfin, bon là on rentre vraiment sur des choses plus compliquées, donc c'est vraiment à titre informatif. Le troisième grand compartiment, celui qui désigne vraiment la masse monétaire en général, c'est M3, donc il contient M2, donc M1, et d'autres actifs financiers, notamment ce qu'on appelle des titres de créances négociables, parmi lesquels les bons du trésor, c'est-à-dire la dette à court terme de l'État. Où là, cette fois-ci, on va rajouter à M2 des actifs qui sont assez fortement liquides, mais moins liquides que ceux qui étaient dans M2 et dans M1. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que la monnaie au sens strict, ou en tout cas la représentation dans notre esprit qu'on se fait de la monnaie, c'est vraiment M1. Tout ce qui est monnaie fiduciaire et dépôt à vue, c'est de la monnaie au sens strict. Et il est intéressant de remarquer que cette monnaie au sens strict, en tout cas pour le mois de juin 2016, ne représente finalement que 39% du total de la masse monétaire. Alors ce qu'il faut retenir, on l'a dit, la monnaie a 3 fonctions économiques. Les formes de monnaie varient dans le temps, en fonction des sociétés et des cultures. La reconnaissance du statut de monnaie repose sur des conventions, des normes, donc les normes de liquidité, la norme de risque de perte en capital. Ce qui nous amène à dire que la question de la mesure de la masse monétaire, ce qui fait véritablement monnaie, peut toujours être discutée. On a vu avec l'approche historique que certains biens, à un moment donné, ont pu être considérés comme de la monnaie, ne sont plus considérés comme étant de la monnaie aujourd'hui. Bref, l'appréciation de ce qui relève de la monnaie ou pas est toujours un petit peu subjective.